Ne tolère pas, ces révélations n'en finissent pas d'empoisonner les relations diplomatiques entre la Maison-Blanche et le reste du monde, au point d'affaiblir les États-Unis. Nos invités sont avec nous ce soir pour accompagner notre réflexion. Alors je vous les présente. Tout d'abord, François Lafont, bonsoir. Vous êtes directeur général du Cercle de réflexion Europa-Nova. Nous accompagne aussi Jean-Pierre Larochelle. Vous êtes analyste politique et blogueur à Maestro, spécialiste des questions économiques et politiques américaines. C'est justement le vif du sujet. Et puis David Nakache, alors vous encore plus si j'ose dire, professeur à l'université Paris 2, à l'école normale supérieure de Paris. Vous êtes professeur de cryptologie. Vous allez nous aider à mieux comprendre ces mécanismes de surveillance mis en place par les Américains. Et puis nous sommes aussi en direct avec Stanislas de Saint-Hippolyte de Washington. Bonsoir Stanislas. Alors je vous propose tout d'abord d'écouter les réactions des Européens aujourd'hui pour mieux comprendre leur mécontentement. La question est de savoir si ça vient de l'ambassade américaine. Si nous trouvons des coupables et si nous pouvons les identifier, ils doivent faire face aux conséquences juridiques. Et si ce sont des diplomates, ils doivent quitter le pays. Nous verrons bien. Nous avons demandé à l'ambassadeur des États-Unis, comme nous l'avons déjà fait 2 fois, de fournir au gouvernement les informations nécessaires. Si tout cela est confirmé, cela pourrait conduire à une rupture de confiance entre les 2 pays. Stanislas, on vient de l'entendre, les Européens sont choqués. Il y a plusieurs délégations en ce moment à Washington. Oui, il y a 2 délégations du Parlement européen qui sont là, une de la Commission des libertés civiles et une de la Commission des affaires étrangères. Donc ces commissions cherchent à obtenir des informations et puis elles rencontrent aussi des parlementaires américains et différents membres de l'administration avec un message notamment la possibilité qu'ont soulevé les Européens de suspendre le flux d'informations, de certaines informations bancaires vers les États-Unis en représailles, en réplique à ces soupçons d'espionnage de la part des Américains. Il y a une autre délégation qui est attendue dans les jours ou semaines qui viennent. C'est une délégation allemande avec notamment des membres des services secrets allemands, des services de renseignement allemands, pour là aussi demander des explications. L'Allemagne qui est un peu en avant de ce combat étant donné les affaires d'écoute directement sur le portable d'Angela Merkel. Alors la position américaine face à toute cette pression, encore une fois, c'est de dire d'abord nous ne confirmons pas les informations qui sont dans la presse et ensuite nous avons lancé un passage en revue de toute notre collecte d'informations et nous vous donnerons les résultats de ce passage en revue à la fin de l'année. En attendant, les discussions se font non pas en public, mais par voie diplomatique avec nos homologues, nos alliés. David Nakache, on l'entend, on n'arrête pas de l'entendre. Les Européens sont extrêmement choqués, ils l'ont exprimé ces derniers jours, mais on a du mal à imaginer qu'ils puissent réellement découvrir l'ampleur de cet espionnage aujourd'hui. Est-ce que selon vous, c'est réellement le cas? Est-ce qu'ils ont pu passer à côté de ça? Écoutez, passer à côté de ça, j'ai du mal à le croire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système GSM est un système relativement complexe avec différents éléments, la carte SIM d'une part, le mobile d'autre part, le Mobile Switching Center, c'est le centre de commutation mobile d'autre part, donc l'information transite entre différents maillons, elle est protégée en passant d'un maillon à un autre, et donc il est tout à fait probable que l'un de ces maillons-là ait fait l'objet d'une attaque. D'après ce qu'on sait aujourd'hui, étant donné que on sait que des écoutes ont été faites à partir de l'ambassade, il est très probable que c'est ce qu'on appelle le lien mobile station de base qui a été visé. Donc on commence à comprendre petit à petit comment ils auraient fait. François Lafont, on comprend aussi que les Européens sont en colère parce qu'ils découvrent que leur technologie n'est pas au niveau de celle des Américains. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr qu'ils découvrent. Les gouvernements le savent plus ou moins, puisqu'ils essayent de faire exactement la même chose. Je pense que le gouvernement français, le gouvernement italien, le gouvernement allemand ont aussi des systèmes pour essayer de récupérer de l'information. On parle du téléphone, ça peut être par Internet, et toutes les méthodes traditionnelles d'espionnage sont connues. Oui, mais là, les Américains sont meilleurs et beaucoup plus puissants. Mais ce n'est pas une nouveauté non plus. Simplement, on se rend compte qu'ils ont mis en place un système à grande échelle, systématique, que ce n'est pas simplement ciblé à quelques personnes, mais que ça correspond quasiment à l'ensemble de la population, puisque d'après les révélations de Snowden, il y a par exemple en France 7 millions de communications en une journée qui ont été captées. C'est donc énorme, sachant qu'en Allemagne, c'est exactement la même chose. Il y a d'autres questions, à mon avis, qui sont beaucoup plus intéressantes, mais c'est vrai que l'Europe peut se poser des questions et que c'est un débat, je crois, qui est très sain
d'un point de vue démocratique. Et puis on a l'impression aussi que le terrorisme finalement n'était qu'une couverture pour justifier ces pratiques et que finalement il y a d'autres aspects qui intéressent davantage les Américains qui sont les aspects économiques, les motifs économiques. Moi, je suis tout à fait d'accord, d'abord parce qu'on le sait ça depuis très longtemps, en fait. Et même le cryptage dans le système de GSM, c'était exigé par les Américains de le simplifier, le cryptage, afin de faciliter le décryptage. Donc, on le sait tout, parce qu'on a participé tout dans ce changement de système, en fait. Par contre, je pense, oui, le problème, c'est la crédibilité des États-Unis par rapport, c'est un niveau, en fait, personnel, si vous voulez, parce que il y avait cette conversation entre Angela Merkel et Obama où apparemment il a dit qu'il n'était pas au courant sur les écoutes personnelles de Madame Merkel. Et le Bild ce dimanche nous a dit que en fait le président aurait informé personnellement par le chef de la NSA, Keith Alexander, en 2010. Mais on a du mal à comprendre pourquoi la plus grande puissance au monde a besoin de surveiller aussi vastement ses alliés. Je suis tout à fait d'accord. C'est l'ampleur en fait qui était un peu choquante. Parce que, comme on a dit, c'est 70 millions d'appels en France dans un mois et 60 millions aussi en Espagne. Et donc c'était l'ampleur, on ne peut pas imaginer. David Nakache, effectivement, surveiller autant de personnes, est-ce que c'est justifié en termes de surveillance? À quoi ça sert? Enfin, surtout que, encore une fois, il s'agit des alliés des États-Unis. Alors, je veux bien comprendre qu'en fait, il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas d'amis, et il s'agit de réel politique, mais néanmoins, ça semble complètement disproportionné face au Pakistan, par exemple, face à l'Iran, face à la Chine, face à la Russie. Alors, vous avez tout à fait raison, mais parfois, ce que je vise, ce n'est pas l'allié, mais des informations que détient l'allié. C'est-à-dire que les alliés ont des services secrets, eux-mêmes font de la collecte d'informations. Et donc, essayer d'écouter l'allié, c'est avoir simplement accès direct à des informations qu'il possède, d'une part. D'autre part, quand on regarde la manière dont un certain nombre de sociétés ont été visées, ces sociétés qui ont été visées sont des sociétés qui sont des centrales d'information, des endroits par lesquels les informations passent. Et donc, c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire, en attaquant ces gens-là, ma capacité d'interception augmente. Et à partir de ce moment-là, je peux brasser encore plus de données et analyser encore plus de données. Alors, je ne veux pas avoir l'air d'insister, mais enfin, tout de même, cet aspect économique, il semble important, parce qu'il y a des négociations en cours, justement, entre l'Europe et les États-Unis, et c'est ce qui semble choquer quand même le plus Bruxelles. Alors qu'il y a des négociations, on découvre que la Maison-Blanche, éventuellement, a mis des ambassades sous écoute aux États-Unis et était capable, éventuellement, d'intercepter des conversations pour pouvoir ensuite avoir un coup d'avance dans les négociations. Je crois qu'il faut essayer de mettre ça en perspective et se rappeler que les États-Unis ont été attaqués il y a une dizaine d'années, qu'il y a eu une grande attaque à New York et qu'à partir de ce moment-là, il y a un système américain qui s'est mis en place et qui s'est développé de façon un peu systématique, un peu aveugle et qui aboutit au résultat actuel. Bon, la question c'est effectivement quelles sont les conséquences au niveau diplomatique, au niveau politique et au niveau économique. Alors, il faut essayer de serrer toutes ces questions. Vous mentionnez la dimension diplomatique. C'est vrai que, sachant ça, ce que les gouvernements européens essayent de faire maintenant, c'est de savoir exactement l'ampleur de connaissances effectives des dirigeants politiques. Est-ce qu'ils savaient ? Bon, si c'est le cas, d'après ce qu'on a compris, c'est que la chancelière, ou en tout cas les Allemands, a été observés, écoutés depuis 2002, mais que pendant 10 ans, le président, en principe, des États-Unis n'était pas au courant et qu'il a été informé que très récemment. Enfin, j'imagine qu'il signe quand même des autorisations, ça ne transite pas par la Maison-Blanche. Mais en même temps, selon le Bild, il a dit que le président aurait informé personnellement par le chef de la NSA. Et ça, c'était en 2010. Enfin, moi, j'ai cru comprendre que c'était beaucoup plus récent. Mais peu importe. Donc, la chose, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment on réagit ? Une des solutions, c'est de faire pression sur ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire sur la négociation du type, c'est-à-dire le Transatlantic Trade Investment Partnership. Donc c'est une négociation qui va durer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pour essayer de voir si on fait un grand marché économique entre les États-Unis et l'Europe, sachant que les deux, ce sont les deux puissances plus importantes en termes économiques ou autres. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance dans la négociation à un partenaire qui, par ailleurs, sous la table, est en train de vous écouter pour savoir qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous préparez ou quels seraient éventuellement les avantages comparatifs d'un accord. Bon, donc il y a cette dimension. Et la dimension sécuritaire. Qu'est-ce qu'on fait de l'OTAN ? Je veux dire, à quoi ça sert d'avoir une structure où, en principe, les États-Unis sont là en Europe, qui d'ailleurs, depuis
depuis quelque temps, nous disent bon, écoutez, les Européens, vous êtes bien gentils, mais nous, Américains, on paye 70% de cette chose de sécurité, qui n'est peut-être pas forcément adaptée au temps moderne. Enfin, donc il y a toute une série de conséquences diplomatiques, économiques et politiques qui vont être mises sur la table. Et en plus, d'un point de vue démocratique, c'est très sain que les gens savent que ça existe. Et donc, de mettre en place un cadre législatif. Stanislas de Saint-Hippolyte, sur l'aspect économique, est-ce qu'à Washington, on craint effectivement que ces révélations aient des conséquences spécifiquement sur ce traité de libre-échange? En tout cas, ça rentre en ligne de compte. Vous savez que... il y a donc ces négociations qui sont ouvertes depuis cet été. C'est vraiment un accord de libre-échange qui est en préparation entre les États-Unis et l'Europe, avec beaucoup de points qui vont être négociés. La politique agricole commune, la politique culturelle. Vous savez que les Français ont leur exception culturelle. Il y a beaucoup d'informations à attraper là-dessus. J'ai pu parler avec un diplomate européen la semaine dernière et je lui ai dit, dans l'absolu, quand les États-Unis écoutent une ambassade amie, qu'est-ce qu'ils cherchent comme type d'information? Est-ce que c'est des informations sur le terrorisme, pour protéger, pour la sécurité? Ils m'ont dit, ce qu'on peut chercher en écoutant une ambassade sont deux choses. D'abord, savoir quelle est la position de l'ambassadeur, de la chancellerie, sur la politique américaine. Est-ce que le pays joue avec nous? Est-ce que l'ambassadeur joue avec nous ou contre nous? Et la deuxième chose, s'il y a des négociations en cours, quels sont les éléments de négociation? Quelle est la position pour la réunion du lendemain, du surlendemain, pour qu'on puisse avoir un coup d'avance? Et effectivement, c'est ce genre d'informations qu'on redoute, ce que redoutent certaines chancelleries qui auraient pu être attrapées par les Américains. Parce qu'effectivement, il y a toute une série d'ambassades qui ont été écoutées ici à Washington, dont l'ambassade de l'Union européenne et l'ambassade de France également. Le fait est qu'il y a deux dossiers différents. Il y a vraiment l'écoute de masse qui a pour but de protéger les États-Unis contre le terrorisme et les écoutes de personnes comme la chancelière Merkel, comme les ambassades, comme différentes personnalités. Et là, on ne peut pas soupçonner que ce soit pour du terrorisme. Et donc, c'est vraiment, l'œil se tourne vers des questions économiques. Jean-Pierre Larochelle, c'est vrai que beaucoup de pays ont marqué leur colère, y compris des pays émergents, tels que le Brésil. Le Brésil, Dilma Rousseff a été extrêmement virulente. Elle en a même parlé à la tribune des Nations Unies. Est-ce que finalement les États-Unis ne sont pas allés un petit peu trop loin, pensant que peut-être ils avaient une certaine suprématie économique qui les autorisait à surveiller et à pouvoir agir de manière autoritaire, alors qu'en fait, ces pays émergents ont quand même un poids très fort et une rupture économique serait problématique pour Washington? Oui, je pense que c'est probable. En fait, on a vu déjà le Brésil qui a annulé déjà une visite officielle aux États-Unis en ce sujet. Le Brésil et l'Allemagne sont en train de préparer une résolution pour les Nations Unies sur le même sujet. Et donc, je pense que ce serait assez difficile en ce moment. En plus, on a déjà parlé de ce que Bild a dit dimanche, que le président des États-Unis a été informé en 2010. On a aussi un document qui montre une liste des personnalités sur des écoutes. Et sur la liste, c'est marqué que c'était approuvé par le président. Donc, en principe, tous les documents montrent qu'en principe, le président était vraiment au courant. Pour l'instant, on a du mal à comprendre comment l'Europe répond à ces critiques. Chacun s'exprime, chacun marque sa colère. Et pourtant, il n'y a pas eu de décision qui est sortie du Conseil européen, des dirigeants européens ce week-end. Il n'y a pas de position commune. Pour l'instant, il n'y a pas de mesure prise pour réagir face à ces écoutes. Est-ce que Bruxelles est capable de se positionner? Bon, il y a deux éléments de réponse. Le premier élément, c'est de dire, est-ce qu'il y a un système d'espionnage européen? Non. Ça repose principalement sur les espionnages nationaux. C'est-à-dire c'est dans chaque pays qu'il y a... Il y a plusieurs agences européennes, c'est ça, qui ont des missions différentes. Il y a peut-être ça, mais pour le moment, le premier élément de réponse, c'est de dire on est en train de construire une politique étrangère commune, ça prend du temps, mais on n'a pas forcément encore tous les instruments au service de cette politique étrangère. Et donc tout ce qui concerne l'intelligence, l'espionnage ou autre, ça reste encore dans les mains des États, et donc on est plus dans la dimension de la coopération. Donc l'Europe, malheureusement, n'a pas la capacité, n'a même pas le statut légal pour intervenir. Elle n'a pas mandat
pour faire ça. Donc on ne peut pas rejeter sur l'Europe quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Le deuxième élément, c'est en revanche, et c'est là où on avait la distinction tout à l'heure entre les cibles de personnalité et l'opinion publique en général, c'est que le Parlement européen se sent saisi en quelque sorte et se saisit de cette question. Il y a deux délégations différentes du Parlement européen selon les États-Unis. C'est normal. Le but du jeu, c'est quand même d'essayer de voir quel cadre légal on pourra mettre en place de manière à protéger les individus et pour faire en sorte que l'utilisation de ces données soit faite dans un certain nombre de conditions. Encore une fois, après, c'est pas simplement de récolter les informations, c'est qu'est-ce qu'on en fait, qui les utilise, à quelle fin. Et donc c'est toute cette dimension-là que le Parlement européen, au nom des libertés publiques ou autres, peut essayer d'intervenir, faire pression, faire des recommandations. Et alors dans ce cas-là, les gouvernements seront obligés au niveau du Conseil européen, comme ils l'ont fait la semaine dernière, de se dire il faut qu'on mette en place un cadre, sinon ça ne fonctionnera pas et on n'aura pas, je veux dire, c'est un problème démocratique. Les opinions diront nos politiques ne font pas leur boulot. David Nakache, à propos de ce cadre qu'on peut mettre en place. Quelques éléments. Si on parle de la NSA européen, il existe une organisation qui s'appelle l'ENISA. Alors l'ENISA a été placée en Crète. Alors, quand on pose la question à des gens qui travaillent à ENISA, ils vous expliquent un petit peu sous couvert de l'anonymat qu'ils ont été mis là-bas pour être le plus loin possible des agences nationales. C'est-à-dire qu'on a essayé effectivement de les mettre dans un lieu neutre, loin, les protéger, leur permettre de travailler en paix. Et leurs effectifs sont bien sûr sans aucune commune mesure par rapport à ce qu'a la NSA. Donc c'est pour expliquer un petit peu. Mais l'Europe peut faire toute une série de choses. On peut, par exemple, faire des lois qui permettent à des lanceurs d'alerte d'obtenir l'asile beaucoup plus facilement que ce par quoi ils ont à passer aujourd'hui. C'est-à-dire tout l'épisode Snowden, on pourrait très bien prendre des lois qui feraient que à partir du moment où on a un lanceur d'alerte, le lanceur d'alerte pourra se balader et continuer à faire son activité d'une manière plus facile. Ce que ça fera, c'est que ça forcera la NSA et ça forcera des organisations de cette espèce à faire beaucoup plus attention à qui ils recrutent, à la manière dont ils disposent de l'information. De la même manière, on peut aussi renforcer l'arsenal répressif individuel. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il y a eu l'opération Plan Durci avec Gaza, etc., on s'est retrouvé avec Israël, on s'est retrouvé avec des citoyens qui ont porté plainte contre un certain nombre de militaires israéliens, ce qui leur a causé beaucoup de problèmes de déplacement en Europe. On pourrait très bien translater cette idée-là pour des gens qui ont participé dans des écoutes, ce qui mettrait de la pression sur le personnel directement impliqué là-dedans et ferait de sorte parce qu'encore une fois, c'est un facteur de contrôle. Donc il y a toute une série de facteurs de contrôle qu'on peut déployer, avec lesquels on discute très souvent lorsqu'il y a des législateurs qui nous posent la question. Et je pense que tout ça se cuisine en ce moment. Alors, je crois que la première partie va s'arrêter là, parce que si on continue la discussion, on va jamais passer au flash. Vous restez avec nous dans Paris Direct, on continue de parler d'espionnage, on va voir dans un instant si cette affaire-là, aussi anecdotique paraissait-elle, et bien si finalement elle n'est pas en train d'affaiblir les États-Unis sur différents aspects, l'aspect sécuritaire entre autres, puisque son système de surveillance est à présent complètement mis à nu, enfin en grande partie. On en parle dans un instant, dans la seconde partie, donc restez avec nous.